Pierre, tu as la parole. Merci Jean-Marie. Chers confrères, mesdames, messieurs, je vais aborder un problème un peu spécifique. Je vais me pencher sur l'adjectif éclairé, le consentement éclairé. Donc la déclaration d'Helsinki, au cœur de la déclaration d'Helsinki, il y a un joyau particulier qu'on appelle le consentement. Ce consentement s'étale, si j'ose m'exprimer ainsi, s'étend sur 7 paragraphes au sein de la déclaration. On y trouve au moins 27 occurrences qui font allusion à cette notion de consentement, sans parler de la notion d'assentiment, qu'il faudra peut-être un jour creuser. Mais cette notion cardinale de consentement est toujours précédée d'un adjectif ou suivie d'un adjectif éclairé, libre et éclairé. C'est sur ce point que va porter mon intervention. La déclaration d'Helsinki se présente comme un texte qui recueille essentiellement des principes éthiques. Avant d'être normatif, c'est éthique, collection de valeurs. Nous savons que le consentement, précisément, n'a de valeur que lorsqu'il est dit éclairé. Et d'ailleurs, c'est le titre que porte le chapitre dans la déclaration. Donc c'est un tout unique. Des travaux qui ont été menés par ailleurs au niveau européen ont montré que lorsqu'une valeur cardinale s'avère nécessaire dans un processus décisionnel, cette vertu, à un moment donné, trouve sa traduction dans un système normatif, et nous verrons qu'il y a 2 niveaux, le niveau éthique et le niveau normatif, c'est-à-dire réglementaire. Alors, qu'est-ce que la déclaration d'Helsinki entend par éclairer? Elle nous donne un certain nombre d'informations, c'est le paragraphe 26 qui dit ceci: la personne doit être éclairée des objectifs, des méthodes, des sources de financement, de tout éventuel conflit d'intérêts, on l'a dit tout à l'heure, des affiliations institutionnelles du chercheur qui procède à l'expérimentation, des bénéfices escomptés. Elle doit être également informée de son droit de refuser de participer. Elle peut retirer à tout moment son consentement. On trouve, au-delà du paragraphe 26 dans la déclaration, au niveau du paragraphe 15, qu'il est nécessaire que la personne soit informée qu'une compensation et un traitement adéquat doivent être garantis pour ces personnes qui auraient subi un préjudice. Un peu plus loin, qu'il est prévu des dispositions pour que les participants à cette expérimentation, qui auraient encore besoin des bénéfices promis par cette expérimentation, puissent continuer à y accéder. C'est donc dans la forme et dans le fond que l'on doit se questionner ici. De ces 2 aspects, la forme et le fond, va dépendre la valeur du consentement de la personne à se prêter à la recherche. Ce que l'on peut dire, c'est qu'il y a un truisme qui consiste à dire que la communication avec une personne doit être adaptée à son environnement socio-culturel et à son niveau lexical supposé. Et pourtant, il est malheureusement d'observation courante que de nombreux conflits, aboutissant d'ailleurs souvent à des plaintes contre les médecins, naissent par le fait que l'information qu'a cru donner le médecin à son patient n'a en réalité pas été intégrée par la personne ou a été comprise de façon inadéquate, ou bien est jugée a posteriori insuffisante
incomplète, voire inexacte. Or, nous observons que dans près de la moitié des cas, les plaintes qui sont reçues dans les conseils départementaux de l'Ordre des médecins se terminent par une conciliation entre les parties, c'est-à-dire l'abandon de plainte, et ce, à l'issue d'une rencontre où l'occasion est donnée aux parties de s'expliquer et donc de produire de l'information. Expliquer, informer, ces deux mots ont un sens très particulier qu'il faut, deux mots citer. Expliquer, étymologiquement, c'est défaire les plis, notamment enlever les plis, ceux qui viennent embrouiller l'esprit, notamment. Informer, c'est mettre en forme. C'est faire que quelque chose prenne forme, de façon à avoir une représentation claire de ce dont on parle. Bien informé, donc bien éclairé, la personne prendra alors dans le périmètre de son autonomie la décision qui lui paraît bonne pour elle. C'est ici que l'information prend sa dimension éthique. Et permettez-moi de souligner ici un étrange paradoxe à propos de la parole qui est donnée, puisqu'on parle de l'information. Ici, on parle de la parole que l'on doit au patient, le devoir de lui dire quelque chose. Et ces contraintes qui pèsent sur ce devoir sont les mêmes que celles qui pèsent sur le devoir de se taire, quelquefois, de taire la parole. Et donc, l'éclairage que l'on met dans le processus d'information avant le consentement est à peu près du même niveau que celui que l'on doit mettre à se taire dans le cadre du secret médical. Alors là, on est en présence donc d'une très remarquable antithèse qui sont dans les deux situations identiques, qui touchent à la dignité de la personne et à son autonomie, et donc dans les deux cas qui présentent une visée éthique. Cette information, ce n'est pas l'information pour l'information dont on parle. Il s'agit d'une information dont l'objet est bien d'obtenir un consentement. Et si l'on fait un très bref détour par la linguistique, on notera que dans tout discours, il y a en général deux niveaux. Le premier niveau factuel, que l'on croit factuel, on donne des faits. De quoi s'agit-il? Pourquoi? Les risques? Comment? Qui? Etc. Et puis un deuxième niveau, c'est celui qui cherche à agir d'une certaine façon sur la personne, en l'occurrence, ici, obtenir le consentement. Donc on voit là, subrepticement, que la cohabitation de ces deux fonctions dans le discours peut entretenir d'ambiguïté dans le message. Ambiguïté dont il faut que le médecin soit conscient pour la maîtriser. En d'autres termes, peut-il y avoir instrumentalisation du langage? Nous pensons que ce risque existe. À ce niveau de cet entretien, je rappellerai la troisième maxime de Kant, avec laquelle on doit vivre très quotidiennement, agit de façon à traiter l'humanité aussi bien dans ta personne que dans la personne des autres, toujours en même temps, comme une fin, et jamais simplement comme un moyen. Donc nous savons que depuis cette période que nous connaissons bien, toute tentative de manipulation, fût-elle pour une bonne cause, n'est pas forcément éthique.
Donc après avoir effleuré simplement ces considérations à propos de l'information due à la personne, où on était au niveau de la valeur, au niveau éthique, comme nous l'avons signalé plus haut, lorsqu'une valeur éthique cardinale s'impose comme une nécessité pour une vie sociale, généralement elle trouve sa traduction dans un contexte normatif, secondairement. Et ici c'est le cas. Nous ne pouvons que citer bien évidemment l'article R4127-35 du Code de santé publique, autrement dit Code de déontologie, qui dit ceci: le médecin doit à la personne qu'il examine, qu'il soigne ou qu'il conseille, une information loyale, claire et appropriée sur son état, sur les investigations et les soins qu'il lui propose. Tout au long de la maladie, il tient compte de la personnalité du patient dans ses explications. Il veille à sa compréhension. Donc, de l'idée qu'il est nécessaire de bien informer quelqu'un pour que son autonomie soit préservée dans sa décision, on arrive à un niveau normatif qui circonscrit le problème, c'est l'article 35 du Code de déontologie. Je note que cette introduction de l'article 35 est assez récente par rapport à l'histoire, puisque cet article a été introduit dans le Code de déontologie simplement en 1995. On voit bien l'effet de la déclaration sur les esprits, le temps que cela diffuse au niveau des sociétés. Deuxième retombée réglementaire, après avoir parlé de la visée éthique, eh bien, évidemment, c'est le fameux article L. 1122.1 issu de la loi Hurier, merci monsieur le professeur d'être ici, qui dit, je dis juste quelques mots, préalablement à la réalisation d'une recherche biomédicale sur une personne, le consentement libre, éclairé et express de celle-ci doit être recueilli. Donc, on passe de ce qui devrait être à ce qui doit être. Autre point examiné très rapidement, car ce n'est pas directement le sujet de mon intervention, qui doit donner cette information? On l'a bien vu, les deux intervenants précédents, c'est le médecin, l'équipe soignante. Mais il faut savoir que le médecin doit savoir que le patient, par ailleurs, n'est pas isolé dans la société. Il est abreuvé d'informations par les réseaux sociaux, comme on dit, la famille, l'entourage. Donc c'est ce qui pèse sur la décision de la personne. Le médecin doit en être conscient. Pour terminer, je dirais que le médecin s'adresse à une personne dans toute sa complexité, en même temps que dans sa singularité, dans un contexte qui lui est propre, contexte quelquefois très éloigné de notre pensée. Le consentement n'est que l'aboutissement d'un processus au cours duquel des informations loyales, précises, formulées dans des termes compréhensibles, sont données. Le médecin a le devoir de s'assurer de la bonne compréhension des informations qu'il a données. En conclusion très brève, je dirais que si le consentement présente une dimension éthique, ô combien, alors l'information qui le précède doit être examinée dans sa dimension téléologique et non comme une simple obligation réglementaire. Je vous remercie.